Le vérificateur général du Québec par intérim, Alain Fortin, a rendu public jeudi dernier des conclusions de son dernier rapport. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la grandeur du Québec, il y a presque la moitié des Québécois qui vivent dans une municipalité sans service de premier répondant. C'est hallucinant, juste de le dire. Je me dis, tabarouette, c'est vrai, on paye pas assez cher. Résultat, c'est près de 45% des appels qui sont considérés comme étant très urgents, comme un arrêt cardiaque, qui sont traités en plus de 10 minutes. Donc, un arrêt cardiaque, là, ton cœur qui ne bat pas pendant 10 minutes, je ne suis pas un spécialiste, on va en recevoir un dans les prochaines secondes, mais je pense que c'est pas bon signe quand l'ambulance te dit « m'arriver dans 14, 15, 16 minutes ». On dit qu'après 10 minutes, là, les arrêts cardio-respiratoires, il y a peu de chances de survie et les ambulanciers perdent un temps fou aux urgences. Ça, c'est pas la première fois qu'on en parle. J'ai le plaisir de l'accueillir, on le considère comme un ami de Boulevard. Son nom, c'est Jean-François Gagné, qui est vice-président aux relations de travail à la Fédération du préhospitalier du Québec. Salut, Jeff. Salut Yannick, salut tout le monde. Tu vas-tu venir me parler de choses le fun à un moment donné? Chaque fois que t'arrives, tu m'arrives avec des nouvelles de même qui nous stressent. Hey, c'est encore lui. Moi, c'est ça qui me fascine. Ils sont encore là. Non, ben j'espère toujours venir être un messager de bonnes nouvelles, mais écoutez, on passe le message qu'on reçoit puis l'intérêt qu'on reçoit de nos dirigeants. Ouais. Fait que, malheureusement, je suis encore ici pour te faire fait de, malheureusement, des choses qui sont pas très encourageantes pour la population. Puis tu sais, j'aime ça te recevoir parce qu'à chaque fois qu'on te reçoit, j'ai des fois c'est des textos, plus souvent c'est du Messenger parce que les gens sont à l'aise de communiquer avec moi par Messenger. Ils disent merci de parler de nous autres, les ambulanciers. Vous vivez des affaires qui sont épouvantables. Ta job, c'est de sauver des vies. Puis tu sais qu'en raison du gouvernement qui a pris des mauvaises décisions des dernières années, t'es pas mal loin de la personne qui est en train de faire un arrêt cardiovasculaire. T'essaies d'aller le plus rapidement possible sans blesser personne sur ton chemin, mais tu sais que tu vas probablement arriver trop tard. Ça doit être cruel, le sentiment que vous avez à l'intérieur de vos boîtes à savon. Ah, effectivement, j'ai envie de dire, on signe tous pour les mêmes raisons. Comme je le dis souvent, on est là pour effectuer notre mission, puis essayer de sauver des vies, puis d'en donner le plus possible. Malheureusement, les moyens et les ressources sont souvent mal utilisés ou mal financés. Il y a eu des choix qui se sont faits dans le passé, qu'il y a eu beaucoup de laxisme de la part là, des gouvernements, des fonctionnaires. Bref, depuis 2002, là, il y a eu plein de constats qui ont été faits, mais malheureusement, 23 ans plus tard, on est encore en même situation. Puis si je peux me le permettre, je dirais que c'est encore pire. Puis tu parles un peu, justement, effectivement, de ne pas être en mesure de remplir notre mission. Ça fait un peu l'effet de la goutte chinoise au niveau de notre santé mentale. J'espère. Parce que, veut pas, on voudrait aider ces gens-là, on donne tout ce qu'on a, mais malheureusement, on arrive trop tard. Puis, ben, c'est des humains, ça a des familles, c'est pas des statistiques, c'est pas des numéros. Vous êtes formé et passionné pour sauver la vie des gens, puis vous savez, des fois, quand il y a un call qui rentre que vous n'allez pas être capable de le faire, ça joue sur votre santé mentale. On est en pénurie d'effectifs, puis on vous perd aussi au compte-gouttes parce que vous n'êtes pas capable de faire le travail pour lequel vous êtes posé chaque jour vous lever. Effectivement, puis j'ai envie de dire, malheureusement, la situation du réseau préhospitalier en ce moment encourage pas beaucoup les jeunes à venir chez nous, puis ceux qui font le grand saut, ben ils s'usent très rapidement, là. Environ 3-4 ans, les gens, en plus, depuis qu'ils sortent du cégep, ils sortent à 21 ans, 20 ans. Donc, ils ont le loisir de se réorienter puis de dire, écoute, je travaillerai pas 35 ans dans un domaine comme ça. C'est sûr, je vais mettre les deux genoux à terre puis ça va me passer au travers du corps. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, c'est ça qui est arrivé. Elle n'a pas fait long feu comme ambulancière, maintenant infirmière. Puis c'est pas des dispositions qui sont, somme toute, faciles non plus. Non. Mais imaginez, elle trouvait que c'était pire en tant qu'ambulancière. Ben effectivement, tu sais, je l'ai probablement dit sur une première fois, mais tu sais, je dis souvent 1% du budget, 1% de l'attention. On va se le dire, il y a plusieurs problématiques dont le vérificateur général a mentionné. La première étant qu'on n'a pas de premier répondant. C'est quoi ça, un premier répondant? Un premier répondant, ça peut être un premier intervenant ou premier répondant qui a été mis là en place par la ville. Ici à Québec, des premiers répondants au centre-ville, on n'en a pas. À Montréal, c'est les pompiers qui font le premier répondant. On en a à Stoneham, on en a dans les périphéries. Okay. À Saint-Augustin, malheureusement, il n'y en a pas encore. Mais c'est perçu comme étant une advanced team, mettons? Au fait, je vous dirais que les grands centres où il y a un réseau préhospitalier d'urgence très développé, souvent, c'est des véhicules de déploiement rapide. Ton but, c'est d'envoyer quelqu'un
qui va donner des chocs puis les premiers soins, faire la RCR en dedans là, du 10 minutes, le fameux 10 minutes. OK. C'est ça qu'on vise. Mais c'est quoi Donc, ces véhicules-là? C'est pas des ambulances? Ils sont aux couleurs des ambulances? Au fait, en Angleterre, ils utilisent des motos. OK, ah ouais. C'est vraiment là, un paramédic seul dans un véhicule plus petit, avec un peu moins de matériel, mais les soins de base puis les médicaments pour justement essayer d'arrêter le chronomètre pour donner toutes les chances aux patients. Ici, malheureusement, on n'en a pas. Je crois que la CETAM en a déployé, puis ça se démontre là, dans les résultats qu'ils ont obtenus. Je vous dirais que c'est la région où c'est qu'on a le meilleur temps à réponse. On parle d'un 6 à 9 minutes pour une urgence vitale, ce Mais qui je est excellent. m'excuse de la question. C'est-tu un choix d'avoir des premiers répondants dans une pénurie de main-d'œuvre, dans un manque d'accessibilité aux ressources, ou c'est vraiment quelque chose qui est un ajout intéressant et qui, dans un contexte où tout va bien, on les souhaite? Ok, pareil je vais sur faire notre un territoire. parallèle. C'est un peu comme un patrouilleur sur la piste de ski. Lui, il est là pour venir intervenir le plus rapidement possible, puis t'amener aux ambulanciers ou te stabiliser le temps qu'il arrive. Donc, je vous dirais que le plus gros problème qu'on a au niveau de ça, c'est le financement. Parce que les premiers répondants, techniquement, c'est les municipalités qui doivent financer ça, alors que c'est un peu le ministère de la Santé puis Santé Québec qui en a besoin. Donc, c'est encore une chicane de ressources. Bref, pendant Vous que les devriez gens... payer pour ça. Ben non, c'est sous votre ressort. OK. Fait que pendant ce temps-là, ben, on a 4 personnes sur 10 qui n'auront pas le service en dedans de 10 minutes, puis que probablement qui s'en tireront pas malheureusement lors d'un arrêt cardiaque ou d'un accident grave ou toute priorité Écoute, là, on va parler d'urgence vitale. On va parler de d'autres chiffres aussi, si tu le veux bien, Jeff, mais il y a un auditeur qui m'avait envoyé il y a de ça quelques semaines, puis j'en avais parlé un peu avec Pascal puis les auditeurs, une image des ambulanciers, c'est tes collègues de travail qui m'ont envoyé ces images-là. Ils étaient dans un hôpital de la grande région de Québec, puis ils filmaient le nombre d'ambulances qu'il y avait dans le garage. Puis là, je trouvais que c'était beaucoup d'ambulances dans le garage qui étaient en attente. Puis après ça, ben avec son cellulaire, il est sorti de ce garage-là. Puis je voyais qu'il y avait d'autres ambulances qui étaient dehors. Jeff, c'est capoté, là. Ouais, je rigole un peu, mais je dois dire que je ris jaune parce que malheureusement, c'est une réalité qui existe depuis quand même longtemps. Moi, je suis rendu à ma 23e année d'ambulance. Fait que j'ai une jambe cassée, là. Je suis 7e en ligne, là. Tu vas attendre. Non, mais que moi, j'attende, j'ai la jambe cassée. Je m'en crisse un peu, là. Elle est cassée, là. Il y a pas... Puis au pire, vous allez me donner quelque chose qui va faire en sorte que ça va peut-être faire moins mal. Mais toi, là, pendant que tu es avec moi, là, pendant 3, 4, 5 heures, en attendant que je passe au tri, là, parce que tu peux pas me quitter, là. Tu peux pas aller aider quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, là. Non, malheureusement, puis je vous dirais Pourquoi? que... Puis ta jambe est cassée, quelqu'un meurt à côté, c'est fascinant. Parce que le patient est... Quelqu'un est mort parce que tu avais la jambe cassée. Hein? Hey, je me sentirais mal, pas à peu près, moi. C'est plate, mais c'est un peu ça de manière dérivée, dans le sens que on se garde pas des ambulances pour traiter les urgences en tout temps. Okay? Donc, nous, on va donner tous les appels qui rentrent, puis souvent, il y a plusieurs personnes qui vont se ramasser avec des appels de priorité plus basse ou des cas moins urgents. Ce qui fait que là, moins c'est urgent, plus je vais subir la rétention au niveau du centre hospitalier parce qu'ils n'ont pas de place pour me prendre en arrière, parce que l'hôpital n'a pas pris le patient sous sa responsabilité. Donc, tu demeures sous ma responsabilité aussi longtemps que tu aies un accès à la salle d'urgence en arrière. Mais on en avait déjà parlé, toi puis moi. Puis à vous fait. aviez une solution, puis c'est pour ça que je vous adore. Là, quand vous arrivez déjà avec des solutions, je trouve ça formidable. Tu m'avais dit qu'on pouvait laisser des ambulanciers dans le garage avec des civières sous surveillance en attendant qu'ils soient pris au tri, puis les autres ambulances qui partent travailler, là. Tout à fait. Mais Ben, pourquoi ça se fait pas? C'est si simple. j'ai envie de dire probablement c'est des vases communicants qui ne communiquent pas. Donc, j'ai envie de dire les hôpitaux ne s'impliquent pas assez ou nous ne laissent pas rentrer dans leur hôpital. Dans le sens que, écoute, ça prend pas grand-chose. Là. Nous, on a des ambulanciers ou des paramédics, excusez-moi, qui sont en arrêt de travail, qui sont blessés, qui pourraient faire la surveillance de ces patients-là Exact. en attendant qu'ils fassent la transition. Donc, techniquement, ce que ça me prend, c'est une grande salle, un gymnase avec 10, 15, 20 lits, là, name it. Puis on laisse des gens là en surveillance pour s'assurer que les patients stables demeurent stables. Parce que je dois dire que quand tu arrives, tu es instable, tu as un bon service. Ouais. Je veux dire, la porte de la salle de réanimation, elle se rouvre, puis les patients, ils ont Mais c'est une droit à question tout, là. d'assurance.
Non, je crois pas. Ça peut pas être compliqué. Ça, on pourrait comprendre et essayer de dénouer si c'était une question d'assurance. Ça me semble que dans notre tête, ce serait plus limpide de dire OK, c'est pour ça que ça se fait pas. Parce qu'effectivement, ça semble tellement simple. Puis Au fait, je vais relancer la question aux gens qui devraient faire le nécessaire pour que ça arrive, c'est-à-dire les gens du CIUS, les gens de Santé Québec, les gens du ministère. C'est ces gens-là qui devraient harmoniser les relations puis s'organiser pour que le problème disparaisse. Petit aparté, accident sur la 20 Ouest, tu n'iras pas, clairement, c'est pas ton moment là, d'être dans l'ambulance, mais juste à la hauteur du radar entre la sortie du Costco et l'accès au pont Pierre-Laporte. C'est difficile sur les réseaux routiers ce midi, soyez prudents, faites attention. Fait que oui, ce que tu disais, c'est possible, il y a une façon de le faire, mais il faudrait l'implication des hôpitaux aussi. Je vous dis, ça, c'est une solution parmi tant d'autres. Je veux dire, la médecine de régulation, c'est-à-dire de commencer le triage directement à l'appel, puis d'orienter les patients vers les bons services. Je veux dire, c'est important de comprendre dans le discours que je dis pas que les gens n'ont pas besoin de services, mais ils n'ont pas besoin d'une ambulance tout le temps. Donc, si je peux trouver à madame un rendez-vous à son médecin de famille ou dans une clinique, un GMF, quelque chose, au lieu d'aller occuper une place à l'urgence, puis, je l'ai dit tout à l'heure, moins c'est urgent, plus tu vas attendre. Donc, on rend service, on libère une ambulance, puis elle va avoir un meilleur soin, là. Mais ça, là, tu sais, le fait de... Tu te présentes à une résidence parce que la dame a une problématique, de dire, OK, finalement, je comprends que vous souffrez énormément, mais vous ne passerez pas tout de suite à l'urgence. Vous pourriez peut-être aller à une clinique. Puis là, toi, est-ce que tu peux y trouver un rendez-vous rapidement? Avez-vous le droit de le faire? Au fait, c'est de manière dérivée. J'ai envie de dire, malheureusement, je dois appeler une infirmière qui, elle, va faire un questionnaire de triage et qui va trouver une orientation pour mon patient si il fit dans la cause, là, dans le fond. Est-ce que tu as le droit de dire, OK, là, c'est un patient, il est en problématique, c'est un code 3, je sais pas c'est quoi vos codes, là, mais as-tu le droit de donner le code à l'infirmière qui est chargée du tri? Fait que comme ça, elle n'aura pas à le faire. Vous l'avez déjà fait? Au fait, il y a souvent, je te dirais, une grande différence entre le code d'entrée de l'ambulance, quand moi je me dirige vers l'appel, puis suite à mon évaluation, souvent, soit ça augmente, soit ça diminue. Donc, je pourrais le faire, puis tu sais, moi je donne mon opinion à l'infirmière, mais je vous dirais que le problème avec cette régulation-là, c'est qu'on l'a de 8 à 4. Tu sais, l'ambulance, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que ces besoins-là, on les a besoin 7 sur 7, 24 sur 24. D'ailleurs, un autre des solutions mis de l'avant par le vérificateur général, c'est peut-être de penser à hausser l'âge de la gratuité. Dans le sens que là, pour l'instant, les 65 ans et plus, c'est gratuit, puis c'est pas de la mauvaise foi. Quand mais tu dis c'est gratuit, c'est quoi, là? C'est que ça coûte rien. Ça coûte rien. Fait que, ils ont 65 ans, ils collent l'ambulance, ils sont pas chargés une scène. Pas une scène. Pas une scène, c'est le gouvernement qui va payer. T'as-tu l'impression qu'il y en a qui vous prennent comme des taxis? Les résidences personnes âgées, oui. Effectivement, ils se débarrassent de leurs problèmes de cette façon-là. Ils ont très peu d'intervenants sur place. Les gens payent des sommes extravagantes pour rester dans ces résidences-là. Donc, à Québec, il y a un foyer de personnes d'expérience qui charge 5 000 $ par mois pour les résidents. Puis quand ils ne filent pas, il n'y a pas personne qui est capable de les embarquer dans le char pour les amener à l'hôpital. Non. En fait, ils nous appellent, nous. Ils l'envoient à l'urgence. À part quelques exceptions, là. Puis je vais aller plus loin que ça. Ils nous appellent pour relever les patients. Parce qu'ils disent ne pas avoir la formation ou le personnel. Donc, un patient qui tombe dans une résidence, ça arrive très souvent qu'ils vont nous appeler pour relever le patient. Donc, vous voyez qu'on est... Puis vous êtes obligé d'y aller à ce moment-là? Oui, nous, honnêtement, je vous dirais que le jugement clinique avance, les formations, ça s'en va dans le bon sens, mais c'est toujours un peu plus long. Mais à ce stade-ci, non, je ne peux vraiment pas suggérer un refus de transport et je ne dois pas refuser un appel. C'est absolument impensable. Okay. Est-ce que ce que tu nous racontes là, le Christian Dubé est au courant de ça? Il doit être au courant parce qu'avec le nombre de lettres que je lui ai envoyées et puis les commentaires qu'on a faits et puis nos tentatives de le rencontrer, mais je dois malheureusement dire que c'est le seul ministre de la Santé qui a refusé de nous rencontrer. Même le ministre Barrette s'était avancé pour venir nous voir et nous regarder dans les yeux. Lui, il se défile, une coupe de slogans, se cache derrière Santé Québec, parce que là, il n'est plus responsable de rien. Donc... Mais Christian Dubé se fie sur qui pour prendre ses décisions concernant les trucs qui touchent les ambulanciers? S'il vous rencontre pas, vous autres, il se fie sur qui? Je dirais les fonctionnaires, les gens qui ont été embauchés.
On peut parler là, des dirigeants pour les SPU de Santé Québec. On peut parler des dirigeants avant que Santé Québec embarque. C'était le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est des hauts fonctionnaires. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était M. Paul Lévesque qui était en charge de tout ça. Ils ont entrepris une belle réforme. Mais Paul Lévesque, as-tu déjà eu le cul assis dans une ambulance? Je pense pas, non. Il a été dirigeant au niveau de la coop des ambulances en Outaouais, mais ce n'est pas un paramédic de formation. Là. Ça se trouve à être un fonctionnaire, je pense, là, de formation. Donc, il y a des belles qualités, mais je crois que l'expérience terrain puis la réalité terrain, des fois, elle ne se rend pas à la tour d'ivoire de ces fonctionnaires-là. Ou sinon, le voyage est tellement long en serpentin que, écoute, on va peut-être se rencontrer dans 5 à 8 ans, là, mais... Ouais. Parmi les statistiques qui t'ont impressionné là, de la vérificatrice générale, c'est lesquelles que tu dis, tabarouette, ça fait des années que j'en parle, ça? Ah ben, je vous dirais que c'est le délai réponse, les schémas de couverture. Ben, je veux dire, c'est la base de notre mission. Dans le temps, le gros Barrette qui vous avait rencontré, il a dit « Je commencerai pas à mettre une ambulance dans chaque rang à Lévis. » Ça, je l'avais sur le cœur en sacrament. Là. Ça a-tu été reprononcé par un haut fonctionnaire? Je dois malheureusement dire qu'autant que François Paradis avait déchiré sa chemise à l'occasion quand je l'avais rencontré puis qu'il était dans l'opposition, que notre fameux premier ministre, M. Legault, a répété cette phrase à l'Assemblée nationale. Donc, je ne mettrai pas d'ambulance dans tous les rangs. Je comprends, mais entre mettre le minimum puis à rien faire du tout, il y a une différence. Puis je pense que le problème, on est dans une réforme qui s'en va dans le bon sens, sauf qu'en attendant, on laisse l'entre deux chaises vide. Je vais mettre ça en parallèle, comme si je m'en vais en voyage pendant un mois, puis on est un groupe. Je me dis, ça me prend tant de nourriture pour pas mourir de faim. Est-ce que je vais en amener plus ou je vais en amener le moins? Puis là, ben, s'il y a du monde qui meurt, ben, je vais dire, oups, excusez. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on dit tout le temps qu'il faut qu'il aille parler aux gens sur le plancher des vaches. Vous êtes vocaux, vous êtes prêts à rencontrer, à discuter. On a eu un genre de comité santé avec plein de monde autour d'une table, avec des gens qui travaillent dans le secteur, mais qui avaient été choisis. Puis on se dit, bon, c'était déjà mieux que rien. Puis on vous entend parler, que ce soit les ambulanciers, les infirmiers, que ce soit les médecins, bon, des fois c'est un petit peu plus compliqué avec les médecins par la prestigieuse, tu sais, je veux dire, partie de leur emploi, de leur métier, mais on parle du fait que c'est important d'aller vous voir. Vous n'êtes pas consulté, donc vous allez dans les médias. On sent que des fois, c'est juste un petit rouage qui manque du gigolou. Puis que ça changerait beaucoup de choses dans le reste de ce qu'ils essaient d'implanter. Effectivement, et ça ne toujours... se fait pas. Pour nous, c'est complètement ironique puis très difficile de se rendre mentalement à la compréhension d'eux, tellement qu'on se dit, il doit y avoir autre chose. C'est impossible, il doit y avoir autre chose. Puis, mettons, un gars comme toi, Jean-François Gagné, ambulancier depuis des années, qui gère un peu tout le monde là-dedans, puis des gros dossiers comme ça, tu me dis, ben il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'ils arrêtent? Je pense malheureusement que c'est encore une question de budget, de ressources. On regarde la première mesure qu'ils ont prise, c'est qu'ils sont allés serrer la vis aux employeurs ambulanciers. Je dis pas que c'était pas une chose à faire parce qu'il y a eu des largesses dans le temps. Par contre, ils sont allés trop fort. Fait qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Puis, ils n'ajoutent plus de véhicules le temps qu'ils n'ont pas compilé des statistiques. Mais c'est parce que tes statistiques, tu aurais dit compiler il y a 20 ans. Puis le non-ajout de véhicules, ça dure depuis une couple d'années, mais moi, en plus. Écoute, moi, à ma connaissance, ici, là, à part peut-être un 12 heures là qui est ajouté, ça remonte à peu près en 2017 où on a eu un ajout de 6 véhicules. Mon souvenir est là. Oui, puis on avait un taux d'utilisation clinique qui est la méthode de calcul, qui est une charge de travail. Là, c'est assez pas très complexe, mais c'est pas très intelligent non plus, dans le sens où si advenant, mettons, moi j'ai calculé que j'avais 1000 heures de service à donner, mais j'en ai servi 300 pour le nombre d'appels, ben je vais avoir une TUC à 0,30. OK, à 30%. Si, justement, comme ici dans la capitale nationale, bon là, on est à 137%. C'est qu'on comprend-tu qu'au-dessus de 100%, il y a un problème de disponibilité, il y a un problème de ressources. Puis tu sais, comme je disais tout à l'heure, des ressources, on en a peut-être suffisamment, mais il faut faire des choix comment les utiliser. Il est un peu là le problème aussi. Parce que comme je disais, on transporte beaucoup de cas mineurs qui monopolise l'ambulance et pour lequel, finalement, on n'est pas capable d'aller sur les vraies urgences.
Donc, Mais c'est parce qu'après ça, vous vous engrainez. Tu sais, tout le monde se gangrène. Là. On parlait des résidences pour personnes âgées qui Ouais. s'attendent à ce que vous veniez dans le service, mais vous attendez à ce qu'à l'hôpital, ça débouche. À l'hôpital, on s'attend que le premier étage où les lits débouchent pour laisser un peu d'air et d'urgence. Puis rendu au premier étage avec les lits, ben ça revient entre les mains des médecins puis des familles parce que les familles sont comme nous, on s'en occupe pas parce que ça fait 150 fois qu'il est malade, notre proche. Puis on pense que c'est toujours dans l'humain, la chaleur, puis la mais c'est l'engrenage. Puis c'est là où je me dis, on est tellement à compte, nous autres, avec un micro, on commente, on essaie de voir, on n'est pas plus sur le plancher des vaches, sauf quand on vous parle, puis on trouve que c'est ironique de pas comprendre que